L'Europe et le monde au XIXe siècle. L'âge industriel, deuxième partie. L'âge industriel s'accompagne d'une nouvelle hiérarchie sociale. Enrichis par l'industrialisation, les grands patrons d'usines, du commerce et les banquiers dominent la société. Ils deviennent la classe dirigeante et constituent la bourgeoisie. Leurs valeurs reposent sur le travail et l'épargne. Ils deviennent un modèle pour les classes moyennes naissantes, constituées des professions libérales, avocats, médecins, notaires, des fonctionnaires et des commerçants. Le technicien, l'employé, le contremaître constituent une classe moyenne industrielle. Les paysans forment encore la majorité de la population. Cependant, la place des ouvriers grandit. Pour simplifier, au XIXe siècle, on dénombre 4 mondes ouvriers. À la petite échelle, il y a le travail à domicile qui concerne en France le quart des travailleurs. On trouve ensuite les artisans, environ le tiers des travailleurs. Au niveau plus élevé, celui de la manufacture, vaste atelier où les machines sont plus présentes, on trouve environ un quart des travailleurs. Enfin, la grande industrie, rare au XIXe siècle, emploie environ 15% des travailleurs. La misère extrême se développe. Les ouvriers ont des vies difficiles. Les journées de travail sont longues, 12 à 15 heures par jour, au rythme des machines. Les salaires sont bas, les crises entraînent du chômage. Les ouvriers ne disposent d'aucune protection sociale. Les femmes et les enfants, qui commencent à travailler très jeunes, dès l'âge de 6-7 ans, sont une main-d'œuvre sous-payée, très souvent utilisés dans l'industrie textile. Les ouvriers des villes s'entassent souvent dans des quartiers ouvriers insalubres. De nouvelles réflexions économiques. Au XIXe siècle, une nouvelle doctrine économique se diffuse dans les pays qui s'industrialisent, c'est le libéralisme économique. Selon cette pensée, il faut laisser chacun libre d'entreprendre pour assurer la croissance économique. La bourgeoisie y est favorable et refuse les lois sociales qui contraindraient les patrons. Certains patrons de la grande industrie développent le paternalisme. Il s'agit de mettre en place une méthode de gestion de la main-d'œuvre ouvrière pour la fixer durablement et s'en assurer le contrôle par le biais d'avantages sociaux tels que le logement, l'école pour les enfants, la protection sociale avec les caisses de retraite et de secours. De nouvelles réflexions politiques. L'Europe, touchée par les héritages de la Révolution française, voit se développer au XIXe siècle des revendications libérales et nationales. Quelles sont les revendications libérales? Les sociétés européennes réclament plus de liberté politique après un retour à l'Ancien Régime en 1815. On demande des régimes politiques fondés sur des constitutions, sur la souveraineté du peuple et le droit de vote. À ces revendications libérales s'ajoutent des revendications nationales. Certains peuples d'Europe, vivant sous une autorité étrangère, revendiquent leur indépendance pour constituer un État-nation. En 1848, éclatent en même temps plusieurs révolutions auxquelles on donne le nom de printemps des peuples et qui mélangent des revendications libérales et nationales. Même si ces révolutions échouent, elles portent en germe la création de 2 grands États nationaux, l'Italie en 1861 et l'Allemagne en 1871. En France, cette révolution permet la mise en place du suffrage universel masculin et de l'abolition de l'esclavage. Mais elle a aussi un écho social, car elle pose la question de la place des ouvriers dans la société. On voit alors se développer des mouvements socialistes et des syndicats. Des penseurs accusent le capitalisme d'accentuer les inégalités sociales en permettant la domination de la bourgeoisie sur les ouvriers, que l'on appelle de plus en plus le prolétariat. Pour Karl Marx, un philosophe et économiste allemand, ce prolétariat doit faire la révolution pour s'emparer du pouvoir et mettre en place une nouvelle société égalitaire. Ce
Ce nouveau courant intellectuel, auquel on donne le nom de socialisme, conduit à la création de nouveaux partis politiques, les partis ouvriers. C'est par exemple la SFIO de Jean Jaurès, créée en 1905 en France. Le socialisme inspire aussi la création de nouvelles structures, les syndicats, dont la mission est de défendre les ouvriers et d'améliorer les conditions de vie et de travail. La journée de 8 heures, la limitation du travail des enfants, la protection sociale et la retraite.